Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 3 novembre. C'est un budget qui ressemble de plus en plus à un épouvantail. Il fait peur à tout le monde, personne ne veut le voter. Il dessine en creux les limites de la méthode Lecornu. Le Premier ministre voulait laisser la main aux députés en renonçant au 49.3. On se retrouve avec un calendrier intenable, des hausses d'impôts en pagaille et la perspective de devoir recourir aux ordonnances. Sébastien Lecornu peut-il éviter le pire? Pour lui d'abord, mais peut-être aussi pour le pays. On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, je vous propose une plongée dans cette Amérique qui nous déteste. La menace qui me semble la plus inquiétante pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. La menace qui m'inquiète le plus vient de l'intérieur. L'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. L'Amérique de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance lance un défi aux valeurs européennes, démocratie, tolérance, réglementation, liberté d'expression, protection des citoyens, transition écologique. Comment l'Union européenne peut-elle se réformer sans se renier? Qui sont encore nos alliés dans cette Amérique ultra divisée? Réponse dans 3 quarts d'heure sur ce thème et évidemment sur l'actualité politique. On vous attend, vous pouvez participer à l'émission en flashant ce QR code. Je poserai vos questions à nos invités, notamment sur cette nouvelle journée de tractation politique qui a vu les socialistes et l'ensemble de la gauche refuser l'invitation de Sébastien Lecornu à Matignon. Cécile Sixou. Tous les partis ont répondu présent, sauf LFI, les écologistes et le Parti socialiste. Sébastien Lecornu n'a pas réussi à mettre tout le monde autour de la table pour trouver un compromis sur le budget. Le Parti socialiste notamment a décidé de boycotter la réunion à cause du RN. Car pour d'autre part, nous n'allons pas aller à une parodie de réunion avec l'extrême droite. Pas dans le même temps vous expliquer à toutes les élections que l'extrême droite est dangereuse pour la République et ensuite aller se taper sur le ventre et à se passer le vin et l'eau gazeuse. Absente, la gauche ne ferme pas pour autant la porte à la négociation avec Sébastien Lecornu. Le Premier ministre, très investi, fait tout pour trouver une voie de passage et éviter la censure des socialistes. Vendredi, il est allé lui-même dans l'hémicycle calmer la potentielle colère des socialistes après le rejet de la taxe Zuckman, l'une des lignes rouges du Parti socialiste, en promettant des compensations. Est-ce que nous sommes prêts à regarder et des recettes et des mesures d'économie pour très vite prendre des engagements? J'ai commencé déjà à le faire, je crois, de manière tout à fait certaine, devant le peuple français, devant la représentation nationale, pour enlever l'essentiel des mesures qui nous semblent abrasives pour les plus fragiles de notre pays. La réponse est oui. Éteindre le feu à gauche et trouver des compromis à droite. Le Premier ministre marche sur un fil semé d'embûches, car selon la ministre du Budget, il doit aussi composer avec LFI et le RN, dont l'objectif serait de saboter tout compromis. La France insoumise, qui est dans l'incohérence la plus totale, qui vote maintenant de plus en plus de mesures avec la droite, parce qu'au fond, ils cherchent à bordéliser le débat. Et puis vous avez le RN, qui, tout en votant des choses, dit, vous voyez, M. Bardella ce week-end, que de toute façon, à la fin, ils n'en feront rien et que tout ça n'arrivera pas et qu'ils veulent la censure. En plus du chemin politique difficile, la lenteur des débats est l'autre point bloquant du projet de loi de finances. Le vote de la partie recettes, normalement prévu demain, est repoussé car il reste plus de 1000 amendements à examiner. Sébastien Lecornu joue la montre. Quelles sont les limites de cette méthode? On en débat tout de suite avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po, auteur de ce livre Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République, publié chez Odile Jacob. Valérie Lecable. Bonsoir Valérie. Bonsoir, bienvenue Thomas. à vous. Vous êtes éditorialiste au quotidien en ligne Le Journal.info. Stéphane Zumsek. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Stéphane, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Et Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Thomas. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public et je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en flashant ce QR code. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur cette actualité politique. Pascal Perrineau, ce fil là entre les socialistes et Sébastien Lecornu, je ne sais pas si c'est un élastique qui va finir par claquer. Est-ce qu'il menace de se rompre? Oui, il peut se rompre du jour au lendemain. On voit bien qu'au fond, Sébastien Lecornu a énormément lâché. Ça a commencé bien sûr avec quelque chose d'emblématique sur la réforme des retraites, mais on voit bien que là, dans le débat, et on vient de l'entendre, sur certaines mesures, en effet, il a une oreille attentive vis-à-vis des demandes des socialistes qui paraissent
en plus de ça, extrêmement goulu, comme si le fait d'avoir cédé sur la réforme des retraites avait ouvert les appétits socialistes. Mais à un moment, surtout si cet appétit n'est pas satisfait, il y aura quoi ? Eh bien, il y aura la mise en cause de la responsabilité du gouvernement Lecornu. Les gouvernements précédents sont tombés à peu près de la même manière. Donc, ce qui est arrivé peut très bien arriver demain. Hein, parce que avec Michel Barnier, c'était plutôt le RN qui avait le doigt sur le bouton. Sûr, oui, là, mais ce sont les socialistes. le RN sans la gauche, ça ne suffit pas. Donc il faut bien ces alliances improbables. Hein. Donc il y a quelque chose qui est... Au fond, Sébastien Lecornu, il l'a dit tout haut d'ailleurs. Ce qui est agréable avec Sébastien Lecornu, il l'a dit tout haut. Il a appelé il y a quelques jours, en effet, il a dit voilà, si on veut y arriver, il faut qu'il y ait la culture du compromis. Oui. Cette culture du compromis, il n'y croit pas complètement. Il dit elle nous manque un peu. Là, c'est pas qu'elle nous manque un peu, elle nous manque beaucoup. Ça, je vous interromps parce qu'on va y revenir sur la culture du compromis. Votre avis un peu général, Valérie Lecable, sur la stratégie du Parti socialiste ? Alors moi, j'aime bien prendre le contre-pied, même si j'adhère bien évidemment à ce que vient de dire mon camarade Pascal Perrineau. J'ai l'impression que et Sébastien Lecornu et Olivier Faure ont envie d'y arriver. Olivier Faure l'a redit très clairement ce matin. Il a dit la voie est extrêmement étroite, mais elle existe. Et je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y aurait pour lui à renverser le gouvernement Lecornu maintenant. Comme vous l'avez très bien dit, il a déjà gagné la suspension de la réforme des retraites. Il va aller dire à 3,5 millions de personnes, écoutez, on va laisser passer cette occasion et vous allez partir à la retraite plus tard, tant pis pour vous. Il a gagné un certain nombre de choses quand même sur toutes ces histoires d'imposition, de taxation. On reviendra dans le détail plus tard. Oui, même si on va le rappeler, tout ce qui est discuté, c'est pas du marbre. Hein. Non, ça peut encore bouger. Non, mais par exemple, on lui dit l'impôt sur la fortune improductive, il n'est pas idéal. En fait, ce qu'il explique, Olivier Faure, il dit on part du budget Bayrou. Le budget Bayrou était un extrêmement mauvais budget. C'est ce que dit Olivier Faure. À tout point de vue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'essayer, étape par étape, coup de canif par coup de canif, comme vous l'avez très bien expliqué, par aller vers autre chose qui ne sera certes pas l'idéal dont on n'aurait pas, ça ne sera pas un budget socialiste, mais ça sera un budget sur lequel il y aura eu suffisamment d'avancées pour que nous, finalement, on préfère y aller que de renoncer et aller à l'échec. Okay. Moi, c'est comme ça que je sens son état d'esprit aujourd'hui. Il y a deux mots là, qui vont nous animer dans les minutes qui viennent. Il y a le mot compromis, il y a le mot cohérence aussi. Et on verra dans les différentes familles politiques qu'elle n'est peut-être pas, j'attends votre avis, facile à tenir. Alors là, on ne va pas se projeter dans l'avenir avec vous, Stéphane Zumetek, mais regardez un peu le bilan de ces derniers jours depuis que finalement cette discussion budgétaire s'est entamée. Que retiennent les Français de ces premiers jours de bras de fer? La suspension de la réforme des retraites, peut-être comme victoire côté socialiste, pas de taxe Zuckman comme défaite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marqueurs plus forts que ces deux-là, à votre avis. Mais ça a été la très mauvaise nouvelle pour le Premier ministre, finalement, en lâchant sur quelque chose d'aussi emblématique, d'aussi symbolique, d'aussi politique que la réforme des retraites. Je pense qu'il devait sincèrement se dire que tout ça suffirait. Finalement, c'est ce qui avait manqué au Parti socialiste à un moment donné, quand François Bayrou et quand Michel Barnier était à son poste. Il n'est pas naïf quand même, Sébastien. Non, il n'est pas naïf, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à cette... Alors, je ne vais pas parler de jusqu'au-boutisme du Parti socialiste ou de chantage. Je pense que ça va plus loin que ça, dans le sens où ça n'a pas suffi, ça a été une mauvaise surprise pour lui, ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas non plus dans l'opinion, et notamment dans l'opinion de gauche. Je pense que le Parti socialiste, il ne faut pas l'oublier, ce fameux bouger, ça fait 2 fois qu'il le fait. Le pacte de non-censure, ça avait été fait une fois avec François Bayrou, ça a échoué. Le Parti socialiste l'a dit lui-même, nous avons été roulés dans la farine avec le conclave, nous acceptons de le faire une seconde fois. Mais pourquoi faire ? Pour montrer que il faut un budget, et donc le Parti socialiste est un parti dit de gouvernement, historiquement, et donc responsable, et donc va s'asseoir sur un certain nombre de ses principes pour qu'il y ait un budget. Ou alors, le Parti socialiste est là, qui est un parti de gauche, qui explique que ce budget sera peut-être un budget de gauche ou partiellement de gauche, mais en tout cas, la gauche social-démocrate, ça sert à quelque chose par rapport à la gauche plus radicale qui ne sert quelque part à rien. Et c'est beaucoup plus ça. Le Parti socialiste ne peut pas se permettre une seconde fois de reculer. Parce que, quelque part,
il apparaîtrait un petit peu ridicule vis-à-vis de ses partenaires de gauche. Mettez-vous à la place de la France insoumise, si le PS lâche l'affaire à un moment donné. Un petit peu d'optimisme à Sébastien Lecornu. Bon, ok, Ariane Charlène. Sur la méthode Lecornu, justement, moi je pense que c'est une méthode où tout le monde tombe en même temps, en réalité. C'est-à-dire que quand on parle de la chute du gouvernement Lecornu, on pouvait parler de la chute du gouvernement Barnier ou du gouvernement Bayrou avec des forces politiques qui restaient quand même relativement sauvegardées par la suite. Là, avec le compromis qui a été tellement joué avec le PS, finalement, c'est au moins un échec collectif à deux, voire même l'échec de tout ce qu'on a appelé cette nouvelle méthode parlementaire. Et moi, ce serait mon deuxième point. J'ai le sentiment que cette méthode parlementaire, elle a été un peu mal pensée par Sébastien Lecornu. Parce que le compromis, ça n'est pas mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. C'est irriter le moins de monde possible. Et j'ai le sentiment qu'en fait, en essayant d'aller peut-être trop loin dans l'offre, il est en train de susciter la demande. Et ça, en économie, c'est jamais très possible. Puisqu'on parle de la méthode Lecornu, il y a évidemment un pilier qui a été le renoncement, l'abandon de l'article 49.3 de la Constitution qui permet au Premier ministre d'adopter un projet de loi sans vote à l'Assemblée quand il n'a pas de majorité. Alors le ministre de l'économie, Roland Lescure, revenait là-dessus ce matin, c'était chez nos confrères de BFM, il demande aux députés de prendre leurs responsabilités. Écoutez, l'année dernière, il y avait un 49.3. On votait tout ce qu'on voulait, on savait que le papa ou la maman gouvernement allait passer derrière pour balayer tout ça. Ça n'existe plus. Donc ça veut dire que quand on a des choses qui, de mon point de vue... Donc là, vous laissez les enfants jouer et vous n'avez plus les moyens de... Justement, ce ne sont plus des enfants. On est face à nos responsabilités. On n'est pas dans une cour d'école, on est à l'Assemblée nationale. Chaque vote compte. Et j'allais dire, heureusement, on s'est suffisamment plaint de la déresponsabilisation du Parlement pour qu'aujourd'hui, chacun joue ses responsabilités. Bon, Pascal Perrineau, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. On a un peu l'impression que les députés n'ont pas totalement intégré la nouvelle donne. Quoi. Oui. Non, ils ne l'ont pas intégré. Alors, on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est vrai qu'il y a des décennies de Ve République où ils n'étaient pas habitués à la culture parlementaire et à la vraie culture de la construction passante d'accords, de compromis, pour faire la loi, pour faire le budget, pour voter le budget de la sécurité sociale. Donc, en effet, ils ne rentrent pas dans le jeu. Ils appellent sans cesse au renforcement du pouvoir du Parlement. Mais ils n'en ont pas la culture pour le faire fonctionner. Je suis assez d'accord avec le diagnostic de Roland Lescure, qui d'ailleurs n'est pas simplement le diagnostic d'un ministre qui, en effet, là est juge et parti. Mais Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, est allé devant une commission de l'Assemblée. Il en est sorti, mais atterré, et en disant, mais véritablement, il y a toute une série de députés, il ne faut pas fonctionner globalement, il y a toute une série de députés qui n'ont aucun souci de la construction patiente du compromis et qui n'ont aucune culture économique. Or, on est en plein budget et en plein budget de la sécurité sociale. Hein. Les deux lois fondamentales. C'est un moment démocratique fondamental de la République. Donc, comment fait-on quand on a une absence ou une quasi-absence de ce type de culture? Ça n'est pas simple. Alors, on a un Premier ministre qui fait le job. Il appelle, il leur dit, écoutez, voilà, vous m'avez privé d'un pouvoir essentiel, l'article 49 alinéa 3. J'ai répondu à votre demande, j'ai accédé à votre demande. OK, mais pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez un peu raisonnable, que vous ayez l'esprit de responsabilité et que vous ne fonctionnez pas simplement avec l'esprit de conviction. Eh bien, il faut le dire, quand on regarde une semaine de débat, parce qu'on a une semaine de débat, on reste un peu sur sa faim. Il reste 1000 amendements, les délais ne seront pas tenus, donc on va... Est-ce que c'est sûr ou non? Je ne sais pas. Mais on va peut-être vers ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire un vote par des ordonnances. Oui, effectivement. Alors ça, ce sera l'objectif de l'édito d'Anne Charlène dans un instant. Donc on va vous le laisser. Hein, on parlera des ordonnances. Quel teasing. Alors c'est fabuleux. Mais on en parlera dans un instant parce qu'il y a une question. Moi, j'ai promis un débat autour du mot de cohérence. Alors entre-temps, il y a une question qui est venue d'Alba, Oradour-sur-Glane, qui nous dit pourquoi le gouvernement n'essaye pas de rassembler plutôt que de bricoler amendement par amendement. Je disais, budget épouvantail, c'est vrai qu'on ne sait plus trop à quoi il ressemble. C'est aussi un peu le sens de la critique sur la méthode de Yannick Jadot, le sénateur écologiste de Paris, qui voudrait une négociation un peu plus globale sur le budget. On l'écoute. Le bloc central à l'Assemblée, les macronistes élargis, ils disent nous, tant qu'on n'a pas d'instruction du Premier ministre, le Cornu, on ne peut pas négocier. Et le Cornu dit ça doit se passer à l'Assemblée. Donc là, il y a un hiatus
au sein du bloc central qui fait que ça ne fonctionne pas. Et on ne pourra pas avoir de bons budgets votables par qui que ce soit si on fonctionne par amendement. Donc, il faut qu'il y ait une négociation globale sur les équilibres. Comment on protège les classes populaires, les classes moyennes, comment on investit contre le dérèglement climatique, pour le logement, pour la santé, et comment, en même temps, on réduit le déficit. Voilà, et ça rejoint une question de Lucien, qui vient de nous l'envoyer. Saint-Genis-Laval, à quoi ça sert de débattre des heures à l'Assemblée si au final aucune majorité claire ne se dégage? L'incohérence de ce budget. Mais ce que dit Yannick Jadot ressemble furieusement à ce que dit Olivier Faure. C'est-à-dire que maintenant, Olivier Faure appelle aussi à une vision globale sur le budget. Et il dit qu'il faut arrêter de négocier amendement par amendement et il faut avoir une vision globale sur le budget. Ce que dit Yannick Jadot... Mais il faut être plusieurs pour danser la valse. Donc qui est prêt à discuter d'un compromis pour avoir une cohérence globale? Olivier Faure demande à Sébastien Lecornu de porter maintenant une vision globale. Quand même, je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de 49.3 qu'on peut pas proposer un budget. Je veux dire, ok, c'est le parlementarisme et c'est les parlements qui décident, mais à l'origine, le gouvernement est quand même là pour l'article 20 de la Constitution. C'est le Premier ministre qui conduit la politique du pays. Et donc, quoi de plus que le budget pour conduire la politique d'un pays? Il y a un moment où il va bien falloir que Sébastien Lecornu propose une copie. Enfin, je veux dire, ça va être... Et donc, ce que j'entends en creux, c'est que les partis, alors je ne sais même plus comment appeler ça, qui faisaient ce bloc central, ils ne répondent pas à cet enjeu de compromis. Je trouve que la difficulté supplémentaire à ça, que pointe très bien Yannick Jadot dans cet extrait, c'est qu'il n'y a pas de bloc central en vérité. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec le fameux impôt sur la fortune non productive, tout le monde l'attribue au Rassemblement national parce qu'il l'a voté, mais qui l'a proposé? C'est le MoDem qui l'a proposé. Et qui est contre Renaissance et Horizon? Pareil sur l'impôt sur les multinationales. Il y a 89 personnes qui ne le votent pas. C'est qui? C'est une partie du bloc central. Tous les autres, ils l'ont voté. C'est-à-dire que ce bloc central n'est plus ni soudé, ni central. Je ne sais pas comment dire. Ça a montré une espèce d'éclatement, en fait. Chaque groupe vote. Mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé et sur lequel ça va changer les comptes. Il y en a qui peuvent s'abstenir aussi. On n'est pas obligé de voter oui ou non. On a le droit de s'abstenir. Et ça modifie le comptage de ceux qui ont besoin de voter pour. Parce que je pense à ça, parce que les écologistes pourraient s'abstenir, par exemple, pourquoi pas? Oui, effectivement, ça rentre dans l'équation. Stéphane Zumsteeg, sur ce côté politique des petits pas, quoi. Ça manque de souffle, on peut pas. Ça manque de souffle, mais je ne vois pas quelle autre solution à Sébastien Lecornu. On parlait de stratégie de Sébastien Lecornu. Je pense qu'il serait bien mal en peine de trouver une stratégie parce que c'est bien au-delà de ce qu'il est capable, pas lui l'homme, mais de ce qu'est capable de faire un chef de gouvernement compte tenu de la fracture de l'Assemblée dans ce contexte et du fait qu'il y a 11 groupes et il y a quasiment presque, j'exagère à peine en disant qu'il y a 11 lignes différentes et antagonistes. Non, il n'y a pas... À court terme, je ne vois pas de solution. Vous disiez tout à l'heure, Yannick Jadot appelle à un accord plus large du gouvernement. Mais avec qui vous le passer? Puisque vous voyez bien que les partis, de toute façon, la droite ne veut pas d'une suspension de la réforme des retraites. Quand je dis la droite, je mets Horizon dedans. Horizon a toujours été droite, mais en tout cas, elle n'appartient plus à ce bloc central. Elle a rejoint... Ça fait partie des bougets pas inintéressants à analyser des derniers jours. Ce qui restait de la Macronie... je retiens ça. Le bloc central est en totale déliquescence. Vous avez un MoDem qui joue le rôle de l'aile gauche, un peu de la Macronie. Vous avez Horizon qui a définitivement basculé à droite, et tout ça a encore été accéléré par la déclaration de candidature avec ses mots à lui d'Édouard Philippe à l'élection présidentielle, et vous avez des députés Renaissance qui ne savent plus où ils habitent. En fait, on le voit bien, sur chacun des votes, il y a une proportion de députés qui votent contre des amendements présentés par leurs anciens alliés, ou qui s'abstiennent. Il n'y a plus de majorité. Donc, à partir de là, comment dégager, je reprends les termes de Jadot, un accord plus global de gouvernement, mais c'est encore plus impossible il y a quelques mois, alors que la situation était déjà bloquée. Oui, parce que même, le Premier ministre tente d'être une sorte de chef d'orchestre. La réunion d'aujourd'hui, de lundi, voilà, où il appelait tous les présidents de groupes parlementaires. Toute la gauche n'y va pas. Parce qu'il considère que le RN... considère que le RN ne fait pas... les partis de gauche ne font pas partie de l'arc républicain. Comment peut-on, j'allais dire, dans un orchestre, essayer de trouver le la si la moitié de l'orchestre, les violons, les violoncelles sont partis, etc. C'est un véritable problème. Et c'est là où on voit bien cette interrogation, mais moi que j'ai depuis des mois et des mois, sur la nature du Parti socialiste. Le Parti socialiste était un grand parti
gouvernement, a été un grand parti de gouvernement. À la fin de la présidence Hollande, il a redécouvert autre chose. Il est redevenu un parti de contestation. Et d'ailleurs, vous retrouvez autour d'Olivier Faure des hommes qui étaient dans la contestation vis-à-vis de François Hollande. Et aujourd'hui, au fond, ce parti socialiste hésite à redevenir un parti de gouvernement. Ça reste encore un parti qui a beaucoup de caractéristiques des partis d'opposition et qui est, je termine par là, sous influence LFI. Il regarde sans arrêt sur sa gauche. Ça ouvre un chapitre qui est passionnant et je veux bien que Valérie Lecable réponde là-dessus. Est-ce que c'est encore un parti de gouvernement ? Je vais vous répondre juste là-dessus. Ce qui s'est passé aujourd'hui, à mon avis, il y a plusieurs explications. La première, c'est que ce n'est pas Sébastien Lecornu qui la convoque, c'est le ministre des Relations avec le Parlement et que, du coup, c'est pas le même... Enfin, quelque part, c'est pas tout à fait le même niveau. Deuxièmement, le Parti socialiste ne cesse d'être accusé en ce moment et Jean-Luc Mélenchon le pilonne toute la journée de flirter avec le bloc central, de flirter avec la Macronie, de trahison, de s'être vendu, de plus être de gauche, de machin, etc. Donc là, c'est peut-être un peu too much d'aller assister à cette réunion, machin, etc. Et la troisième raison, qui à mon avis est la vraie, c'est que comme ils n'arrêtent pas de parler entre Faure et Lecornu, ils n'ont pas besoin. Sébastien Lecornu, c'est exactement ce que pense Olivier Faure. Il a absolument toutes les cartes en main de ce que pense Olivier Faure. Ils s'entendent extrêmement bien. Il y a des discussions de couloir en permanence. Et je pense que cette réunion avait plus pour objectif de savoir ce que pensent les autres, parce qu'ils doivent tous être en train de faire les comptes des voix qui vont voter pour, contre, s'abstenir, machin, etc. Parce que je crois qu'ils n'ont pas renoncé à essayer de faire voter. Je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être totalement impossible, c'est peut-être totalement irréaliste, mais je trouve que aussi bien Sébastien Lecornu que Olivier Faure continuent à dire qu'il faut tenter de faire voter ce budget. Je ne sais pas s'il y a une possibilité. Mais voilà, pour moi, c'est ça l'explication. Alors, il y a encore beaucoup de chapitres passionnants à ouvrir dans ce débat. On va notamment parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pas une mince affaire non plus pour Sébastien Lecornu. Ça peut être une sacrée petite banane. Elle a eu la peau, si j'ose dire, de Michel Barnier il y a pas si longtemps. Hein, finalement, ça passe vite, un peu plus d'un an. Donc, il y a ce chapitre-là. On parlera évidemment de ce match entre les Insoumis et les socialistes, cette pression permanente que les Insoumis mettent les socialistes. Vous avez commencé à l'évoquer, mais on y consacrera du temps. Mais j'en viens maintenant à cette conséquence de l'abandon du 49.3. Anne-Charlène, on voit ressurgir avec ces débats budgétaires qui s'éternisent, deux options pour le Premier ministre. Et oui, on commence à s'habituer aux procédures constitutionnelles exceptionnelles. Et là, nous allons parler des deux choix inédits qui s'offrent à notre actuel Premier ministre. Alors, je vais commencer par les ordonnances. On en a déjà parlé dans ce débat. Oui. Et il faut le dire, ce sont les nouvelles stars de ce budget. On en entend parler sur tous les bancs de l'opposition. Marine Le Pen, premier jour de dépôt. Oui. Jean-Philippe Danguy estime déjà que Sébastien Lecornu prépare les ordonnances. On n'a même pas encore commencé à discuter. Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui critique le gouvernement comme jouant la montre. Donc on voit bien qu'elles sont dans tous les esprits. D'abord, je voudrais qu'on reprenne l'idée de ce qu'est une ordonnance. C'est quoi une ordonnance ? Alors, c'est l'article 38 de notre Constitution. Une ordonnance, c'est 3 temps. Au fond, c'est un partage assez équilibré entre le Parlement et le gouvernement. Le Parlement habilite le gouvernement à venir piocher dans un de ses domaines pour un sujet, pour un délai déterminé. Deuxième temps, le gouvernement travaille. Et troisième temps, le gouvernement est censé revenir au Parlement, présenter sa copie pour que le Parlement donc avalise. Ça, c'est la procédure normale. Sauf que pour les ordonnances dont on nous parle depuis le début du mois d'octobre, ce sont des ordonnances budgétaires qui n'ont pas la même nature. L'article 47 nous dit tout simplement, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais, alors le gouvernement pourra procéder par ordonnance. Mais lesquelles exactement ? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement doit à nouveau avoir l'aval du Parlement, comme c'est de coutume, ou est-ce qu'au contraire, on considère que le gouvernement procède seul ? Et s'il procède seul, est-ce qu'il peut choisir de retenir des amendements ou pas ? Toutes ces questions-là restent en suspens pour la simple et bonne raison que nous n'avons aucune pratique sous la Ve République de ces ordonnances de l'article 47. Aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel à se mettre sous la main. Donc, l'interprétation qui reste ouverte. Et toujours en matière d'interprétation, qu'est-ce que ça veut dire se prononcer ? Il y a une autre incertitude là-dessus. Le Parlement se prononce. C'est la deuxième incertitude, le Parlement se prononce. Alors la Constitution, elle adore employer ce terme, se prononcer, c'est décider au fond. Mais faut-il que l'Assemblée nationale et le Sénat se soient prononcés, ou faut-il seulement que l'Assemblée nationale ait par exemple rejeté, et si le Sénat rejette mais que l'Assemblée adopte, comment ça se passe ? On ne le sait pas, et donc on voit bien que on ne sait pas quand est-ce que Sébastien Lecornu pourrait dégainer, on ne sait pas ce qu'il pourrait dégainer, c'était la phrase préférée pendant l'article
49 alinéa 3, on nous disait dégainer l'article 49.3, alors on va peut-être dégainer l'article 47 aujourd'hui, et là, avec quelque chose qui risque de faire très mal, parce que le Parlement ne se sera pas prononcé, et on aura évidemment l'abandon de toutes les mesures un peu... on va dire au bénéfice du PS. Oui, alors on a évacué les ordonnances. On va dire qu'il y a beaucoup d'inconnus encore. Alors il y a une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse, et celle-là, j'ai envie de vous dire, c'est presque l'hypothèse de la réassurance, parce qu'on la connaît. C'est la loi de finances spéciale de l'année dernière, où on voit bien qu'en fait, il y a plus de peur que de mal, puisqu'il s'agit de reconduire le budget de l'année précédente, découpé en tranches. On essaye de dépenser seulement ce qui est nécessaire par mois, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un nouveau budget. Donc c'est la procédure qui avait été choisi post-renversement de Michel Barnier. Sauf que quand même, le gros inconvénient de la loi de finances spéciale, c'est que là encore, on abandonne toutes les mesures qui ont été faites sur la base de ce compromis. Et on risque même de faire rentrer des Français dans l'impôt. On voit bien que rien n'est finalement indolore dans ces solutions de rustine. Alors, entre un Parlement court-circuité ou un provisoire qui dure, eh bien, on en vient à regretter l'article 49, alinéa 3, comme c'était hautement prévisible. Il avait deux avantages. Il permettait de conserver le délai et de conserver la face. Et là, ce sont deux choses qui nous semblent aujourd'hui définitivement perdues. Bon, et je vais vous poser un peu la même question. Tiens, je commence avec vous, Pascal Perrineau. Je crois que vous avez déjà un peu répondu. C'était une erreur de renoncer au 49.3 ? Personnellement, je crois que c'était une erreur. Toutes les armes du parlementarisme rationalisé avaient été mises en place au début de la Ve République pour pallier au genre de situation que l'on connaît aujourd'hui. Considérer qu'on peut piocher comme ça ou enlever une arme de ce parlementarisme rationalisé était, à mon avis, une initiative dangereuse. Mais il faut reconnaître que l'article 49 alinéa 3 était devenu même... On faisait des manifs dans la rue contre l'article 49 alinéa 3. Vous imaginez faire une manif contre un article de la Constitution. Donc c'est en effet, on le voit dans les sondages d'opinion, c'est un instrument, dans la mesure où on le connaît, c'est un instrument qui est honni par l'opinion publique et pas simplement par certains parlementaires. Oui, mais parce que, justement, Stéphane Zumzeck, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fini par symboliser, cet article 49.3. Oui, une sorte de déni de démocratie, alors que c'est une disposition de la Constitution, ça peut paraître singulier, et surtout de brutalité, en fait. Le passage en force, c'est associé à de la brutalité. Et c'est pour ça que si on devait passer par les ordonnances ou par une loi de finances spéciale, de toute façon, tout le capital qui a été engrangé par le Premier ministre sur son humilité, sur le respect du Parlement, ce ne sera pas le projet de budget, ce ne sera pas le budget du gouvernement, ce sera le budget des parlementaires. Tout ça s'évaporera assez vite et s'il doit passer par là, ce sera lui qui sera tenu responsable par la représentation nationale de cette nouvelle forme de brutalité alternative au 49.3. Et comment éviter la censure après ça ? Parce que j'imagine mal le Parti socialiste accepter finalement un tel passage en force, même si on peut considérer que ce n'est pas un passage en force. Et surtout, ça signifiera une seconde chose. On parle beaucoup de la dévalorisation de la parole politique, on en parle depuis des années maintenant, mais une fois que les Français auront assisté pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines à ce travail où on vote des amendements, on change le budget en fonction des envies ou des objectifs politiques d'un groupe ou de l'autre, et qu'à la fin, tout ça, de toute façon, est supprimé d'un trait de crayon. Il y a plein d'éléments dont on parle. Ça me concerne, en bien ou en mal d'ailleurs. C'est terriblement exogène. Et puis finalement, ça disparaît. Et tout ça laissera des traces, cette fois-ci, en termes de dévalorisation du travail parlementaire. Parce que qu'est-ce qu'un Français ou une Française pourrait se dire, mais finalement, on nous a servi un spectacle où chacun votait ce qu'il voulait, et de toute façon, ça ne servait à rien. Les gens avaient bien compris, les politiques avaient bien compris que de toute façon, tout serait remis à zéro et qu'on appliquerait le budget de l'année dernière. C'est aussi très grave en termes d'image, alors que du Parlement, alors que c'était censé être avec le grand retour du Parlement. Non, mais c'est de l'Assemblée. La pierre, elle est dans le jardin des députés, là, en l'occurrence. Non, mais c'est pour ça, rêvons 5 minutes. Je ne sais pas si les constitutionnalistes vont approuver. Allez, rêvons, allons-y. Allez, rêvons. Voilà, les parlementaires ont travaillé, enfin ils ont encore mis l'amendement, mais disons qu'ils vont finir par travailler, ils ont jusqu'au 23 novembre pour adopter en première lecture, etc. Bon. Et est-ce que l'ensemble, parce qu'on ne parle pas encore du PLFSS, mais ça va être terrible, parce que tout ce qui concerne l'augmentation des franchises médicales, etc., ça va être balayé par la gauche. Ils ne sont pas du tout d'accord. On y vient sur le projet de loi de finances. Ce que je veux dire, rêvons d'un Premier ministre qui fait sa tambouille avec ses parlementaires, il a tout un tas d'amendements, comme une
espèce de... Il va au marché, il y a des carottes, des poireaux, des tomates et des cerises. Et il dit, bon, bah, les poireaux, je prends, les carottes, je les laisse, les machins. J'ai l'impression que c'est un peu ça que la gauche lui demande maintenant. C'est de dire, OK, on a beaucoup débattu, on a beaucoup voté, on a beaucoup... Qu'est-ce qu'on retient de tout ce travail? Qu'est-ce qu'on retient? Et lui, il a la possibilité quand même d'avoir l'initiative de proposer non pas son projet à lui, mais de proposer ce qu'il pense. Par exemple, regardez, il n'y a que 89 députés... Peut-être juste un petit mot de réponse ensuite par rapport au fait que pas tant que ça, en fait. Il ne peut pas tellement choisir, étant donné que si vous voulez, ce qui a été débattu en première partie, en recettes, il faut encore qu'on le répercute dans les dépenses. Et seulement si on a le temps d'avoir une discussion d'ensemble, on pourra avoir une vision globale. Mais tout est déterminé par le délai, au fond. Ce que je veux dire, c'est que sur la taxe sur les multinationales, qui rapporte 26 milliards quand même, excusez du peu, c'est pas rien, 26 milliards. Il n'y a que 89 députés qui ont voté contre. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est les députés de son propre camp. Donc, il va dire, bah, ça, on ne le garde pas. Il ne va pas prendre quelque chose. Emmanuel Macron est pas d'accord. C'est le résultat du vote parlementaire. De toute façon, il y est tenu. Il ne peut pas le réintégrer. Le réintégrer. Normalement, l'amendement, pourquoi il ne le prendrait pas? S'il a été rejeté, c'est pas possible. Mais non, il a été adopté. D'accord. Il n'y a que 89 contre et il y a 200 D'accord, donc oui, donc ça évidemment, ça fera partie de la Sauf que s'il le prend, ça pose des questions avec les lois internationales, ça pose des questions vis-à-vis de son camp qui est contre, ça pose plein de questions. Et puis il y a le Sénat. Non, mais donc, la question, c'est qu'il y a bien un moment, il va falloir choisir dans ce micmac et faire une proposition. Tiens, plusieurs réactions. Ce que j'ai dit sur le 49.3, boum, ça a fait réagir Yves qui nous écrit de Gonneville-sur-Honfleur. Pourquoi dit-on que c'était une erreur d'avoir supprimé le 49.3? C'est un outil qui permettait un passage en force. C'est une victoire démocratique, cette suppression du 49.3. Ça rejoint ce que vous disiez, Stéphane. On est obligé de passer par le compromis. Et puis alors, une autre question, c'est vraiment bien d'avoir votre participation, parce qu'on voit que nous, parfois, on oublie les questions de base. Youssef de Roanne, quels députés doivent jouer le jeu pour que le budget passe? Le PS seul suffit-il? Pascal Perrineau, il faut faire des maths, mais il faut expliquer pourquoi, peut-être en quelques mots. Le PS seul, ça ne suffit pas. Donc il faudra en effet que d'abord le bloc central reste un bloc central. Voilà, on a vu à une époque où il est en train d'éclater dans tous les sens. Il faudra le soutien d'une partie, de toute ou partie de la droite républicaine, LR. Donc vous voyez, on en est loin de ce dispositif. Sauf s'il y en a qui s'abstiennent. Parce que là, pour l'instant, mais pour l'instant, tout le monde cultive ses différences. Et puis là, c'est facile. On est dans la partie, en effet, recette. Alors, on joue la partition qui est très populaire en France. Bon, on va taper sur les riches et puis voilà, tout ira mieux. Mais ce qui va être intéressant, c'est si on y arrive. Quand on va discuter, en effet, des dépenses. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Là, il va falloir rééquilibrer tout ça. Et pour l'instant, tous ces gens qui poussent, toutes ces forces politiques qui poussent, en effet, à taper sur les riches, sur les couches moyennes supérieures, etc., ils sont tout de même d'une discrétion extrême. Sur l'économie, sur les dépenses. Oui, effectivement. Et ça laisse présager tout de même d'une... C'est très étrange, si vous voulez, je vais vous dire. Parce que là, on parle de projet global venant de Le Cornu, mais quel est leur projet global? Alors, tiens, j'allais vous poser la question. Par exemple, sur le Rassemblement national, regardez cet article de nos confrères du Figaro. À l'Assemblée, le RN vote 34 milliards de hausse d'impôts en 24 heures. Le parti de Marine Le Pen dans la tourmente budgétaire. Stéphane Zumsteg, est-ce que le RN passe entre les gouttes ou est-ce qu'il est lui aussi abîmé par ces débats d'une certaine façon? Je pense qu'il passe entre les gouttes. Très longtemps, on l'a dit, sur les questions économiques et donc sur les questions fiscales, il y a deux lignes antagonistes et ils hésitent, ils ne savent pas quoi faire. On disait la même chose à l'époque de ils vont soutenir Barnier ou ils ne vont pas soutenir Barnier. Toujours la même chose. On croit toujours qu'il y a deux lignes et qu'ils ne savent pas les trancher. Mais non, elles sont complémentaires, ces lignes, à chaque fois. Et c'est en ça que le Rassemblement national, pour reprendre votre expression, passe entre les gouttes. D'un côté, il vote 34 milliards, priorité au pouvoir d'achat des Français. Nous sommes le parti politique le plus proche des préoccupations des Français. Ça tombe bien, c'est comme ça que le considèrent les Français. Et d'un autre côté, ils votent contre la taxe Zuckman pour ne pas faire peur à une partie de leur réservoir ou de leur cœur de conquête électorale, en l'occurrence cet électorat de droite qui, sur les questions régaliennes, a déjà rejoint le Rassemblement national, mais qui hésite encore pour des raisons économiques. Donc, très souvent, on a pointé les incohérences ou les peurs du RN. Je pense qu'il y avait incohérence. Et surtout, c'était un personnel politique qui était très mal à l'aise sur ces questions. Maintenant, ils ont réglé le problème. Selon les cas, ils votent pour une ligne ou pour l'autre ligne. C'est complémentaire et c'est mieux pour eux. Il nous reste une dizaine de minutes et je veux quand même qu'on ait du temps pour parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un mot, Anne-Charlène. Pour faire un tir groupé et répondre aux deux questions en même
temps, ce pourquoi c'est dommage d'avoir abandonné l'article 49 alinéa 3, c'est justement par rapport au décompte des voix. C'est-à-dire que cette fois-ci, il nous faudra 290 députés pour ou des abstentionnistes ou un peu moins de personnes présentes. Sauf que là, tous les groupes risquent de venir et de ne pas avoir piscine. Donc de ce fait-là, l'article 49 alinéa 3 vous permettait de dire « je ne suis pas pour le budget, mais je ne suis pas contre le gouvernement ». Ce qui permettait quand même au PS ou à certains partis de s'en sortir par le haut. Et c'est là que c'est dommage. Allez, le budget de la sécurité sociale, et c'est le moment où Steve Jourdain nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. Débat qui débute dès demain à l'Assemblée nationale. Attention, ça va secouer. Oui, c'est un texte très inflammable que les députés ont d'ailleurs rejeté vendredi en commission. C'est la version initiale du gouvernement qui arrive demain dans l'hémicycle. En l'état, Thomas, il prévoit plusieurs grandes mesures d'économie avec un objectif chiffré. Il s'agit de réduire le déficit de la Sécu à 17,5 milliards d'euros en 2026 contre 23 milliards cette année. Parmi les mesures politiquement sensibles, on trouve notamment, vous en parliez tout à l'heure, le gel de l'ensemble des retraites de base en 2026. Il y a aussi le gel des prestations sociales comme les allocations familiales, le revenu de solidarité active, le RSA ou encore les aides personnalisées au logement. Ces prestations ne seront pas comme d'habitude indexées sur l'inflation. Ça signifie donc moins de pouvoir d'achat pour ceux qui les touchent. Et puis, il est aussi question, Thomas, d'un doublement des franchises médicales ou encore d'une surtaxe exceptionnelle sur les complémentaires santé. Les mutuelles qui pourraient à leur tour décider d'augmenter les tarifs. Donc ça, c'est la copie initiale face à une levée de bouclier des oppositions. Sébastien Lecornu a déjà décidé de lâcher du lest. Le Premier ministre, qui est un peu historien, il se souvient qu'un lointain prédécesseur du nom de Michel Barnier avait chuté déjà sur le budget de la Sécu. En conséquence, il met un peu d'eau dans son vin. Écoutez-le vendredi dans l'hémicycle. Vous êtes nombreux, à en croire le courrier parlementaire, à dire que la question du gel des retraites est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui n'est pas accepté par nos concitoyens et nos concitoyens. Et donc, je le dis, le gouvernement est favorable à regarder l'ensemble des amendements qui viendront dégeler les pensions de retraite de notre pays. Et ce budget de la sécurité sociale contient évidemment également la fameuse suspension de la réforme des retraites. Autre concession effectivement de Sébastien Lecornu en direction des socialistes, peut-être la concession la plus symbolique. Les députés ont approuvé en commission vendredi le décalage de la réforme jusqu'à janvier 2028. Les socialistes revendiquent une première victoire. Écoutez. Il y a un engagement du Premier ministre prononcé à la tribune le jour de sa déclaration de politique générale. S'il n'y a pas de suspension de l'application de la réforme des retraites dans le texte du PLFSS, alors celui-ci sera rejeté immanquablement. Une suspension, Thomas, qui coûtera près d'1,4 milliard en 2027, une somme qu'il va falloir trouver ailleurs. Merci beaucoup Steve. Valérie Lecable, est-ce que la difficulté de trouver un compromis sur le budget vaut aussi ou encore plus sur celui de la sécurité sociale ? Oui, ça va être compliqué parce que ça a été très bien expliqué. Il y a beaucoup de mesures qui sont contestées. Alors, ce que dit Jérôme Gage quand il dit s'il n'y a pas la suspension de la réforme des retraites, ça ne passera pas, ça c'est sûr et certain. C'est la seule certitude absolue. C'est-à-dire que si dans la proposition finale ne figure pas la suspension de la réforme des retraites, les socialistes censureront. Sans aucun doute, ils n'ont pas d'autre solution que de censurer. Et ils censurent. C'est leur grosse victoire politique. Sur le reste, ils sont prêts à faire des efforts, ils sont prêts à lâcher du lest, ils sont prêts à ne pas avoir ce qu'ils veulent. Mais là-dessus, il en est juste hors de question. Mais en gros, leur état d'esprit sur la sécurité sociale, c'est très simple. C'est que toutes les économies fonctionnelles, par exemple le parcours de santé, dire je vais chez un médecin, puis chez un autre, puis chez un autre, ça suffit, maintenant on va rationaliser. Tout ça, ils sont d'accord. Tout ce qui donne des économies comme ça, ils sont d'accord. Ce qui pèse sur le patient lui-même, c'est-à-dire l'augmentation de la franchise, l'augmentation des complémentaires, etc., ils vont batailler. Alors, ils ne vont pas tout obtenir, mais ils vont batailler sur ces sujets-là. On rappelle une évidence, peut-être, Stéphane Zumsteg, la santé, les déserts médicaux, l'état de l'hôpital public, c'est très haut dans les préoccupations. Bien sûr, avec le pouvoir d'achat. Alors ça, c'est pas une surprise, on en a déjà parlé, évidemment, mais les franchises musicales, c'est pas que la santé, c'est aussi une baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est évidemment inacceptable pour la gauche en général, et surtout pour le Parti socialiste, qui, là encore, je répète, veut apparaître comme un parti de gauche utile, c'est-à-dire une gauche qui permet des avancées, qui permet d'infléchir des décisions a priori trop brutale d'un gouvernement de centre ou de centre-droit. Question de Raphaël de Mont-Saint-Aignan. Les débats sur la sécurité sociale ne risquent-ils pas de creuser encore plus les divisions à gauche entre le Parti socialiste et la France insoumise ? Tiens, démonstration de ces divisions. Éric Coquerel ce matin sur Public Sénat.
Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Je ne sais plus où ils habitent, les socialistes, réellement. Et je pense que tous les groupes d'opposition... Ils sont plus à gauche ? Non, c'est pas ce que je dis. Je ne sais plus en ce moment où ils habitent, parce qu'ils sont tellement dans l'idée de trouver à tout prix un compromis pour éviter un retour aux urnes qu'ils en arrivent finalement à accompagner le gouvernement dans cette espèce de théâtre d'ombre qui laisse penser qu'un compromis est possible, alors qu'en réalité, ils essayent de passer leur budget. Éric Coquerel qui traite aussi les socialistes d'idiots utiles du macronisme. Pascal Perrineau, l'avenir pourrait-il lui donner raison ? On ne fait pas dans la nuance, dans la guerre des gauches. Coquerel, en dépit de sa position, qui est tout de même une position éminente, de président de la commission des finances, en effet, ne fait pas dans la nuance. Si vous laissez la vieille guerre entre la gauche réformiste et la gauche qui se veut, je mets de multiples guillemets, qui se veut révolutionnaire, qui continue. Et il dit, mais voilà, est-ce que ça, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, pardon de vous interrompre, est-ce que ça n'ancre pas de nouveau quand même le PS au sein des partis de gouvernement ? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que le PS fasse encore un geste. Et revienne en effet à une véritable culture de gouvernement qu'il a connue dans son passé avec Lionel Jospin, avec François Mitterrand, avec Laurent Fabius, avec Michel Rocard, etc. Et là, on voit bien qu'il il a initié, et c'est extrêmement important, il a initié une échappée, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de cette échappée. Et on voit bien que le personnel parlementaire socialiste aujourd'hui n'est plus le personnel qui entourait Lionel Jospin, qui entourait Michel Rocard, qui entourait Laurent Fabius. C'est un profil qui est un profil plus contestataire et qui, il y a quelques mois, était dans une union avec LFI au sein du fameux nouveau Front populaire. C'est ce qui leur a permis d'être élus. C'est là-dessus que ces socialistes ont été élus. Donc, ils sont en train un peu de brûler ce qu'ils avaient adoré il y a quelque temps. Oui, mais est-ce que Valérie Lecap, c'est pas quand même un nouveau chapitre là qui est clairement en train de s'écrire pour le Parti socialiste ? Si, tout à fait. Et donc le renoncement à cette stratégie qui a prévalu pendant longtemps. J'en suis absolument convaincu. C'est l'histoire de la gauche qui est en train de raconter Pascal Perrineau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fusille le quinquennat de François Hollande ? Ce sont les frondeurs. C'est d'avoir des frondeurs à leur basque du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a clairement... En fait, la vraie rupture qui est intervenue aux universités d'été de rentrée de LFI, qui s'appelait autrement, peu importe, le mot d'ordre et le slogan, c'est « On déteste le Parti socialiste ». On déteste le Parti socialiste. La rupture, ce matin, Olivier Faure, on l'interroge sur LFI, il dit « Arrêtez de me parler de lui, il ne m'intéresse pas ». Et il balaie d'un revers de main. Éric Coquerel dit « Je ne comprends plus rien de ce qu'ils font ». La rupture est claire, elle est nette et elle est évidente. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'Olivier Faure veut se présenter à l'élection présidentielle. Et que, bien évidemment, celui qui a une chance d'aller à l'élection présidentielle, c'est celui qui dominera l'autre. Et ce n'est plus le temps de l'alliance, c'est le temps de la bataille pour être celui qui sera en tête à l'élection présidentielle. Alors ça ne veut pas dire que jamais dans leur vie ils s'allieront de nouveau. Ça on verra, la vie est longue. Mais en ce moment, le chapitre actuel, il est clairement l'un contre l'autre. Et c'est extrêmement clair, c'est clair dans leur vote, c'est clair dans leur attitude, c'est clair dans les réunions auxquelles ils assistent ou pas, c'est clair dans tout, absolument, et dans toutes leurs déclarations. On va terminer, je vais vous poser une question de téléspectatrice, je pense, Inaya de Paris, parce que c'est vrai que ça peut sembler incohérent. Pourquoi le budget de l'État est mis entre parenthèses pour se concentrer sur celui de la sécurité sociale ? C'est quand même un drôle de fonctionnement. Alors de toute façon, la succession, elle a toujours été habituelle, étant donné qu'en fait, on a les deux qui tombent à peu près avec les mêmes deadlines dans les mêmes semaines. La seule panique qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'on n'ait pas réussi à voter la partie recette avant d'en arriver au budget de la sécurité sociale. C'est pas très bon signe. Mais encore une fois, on peut aussi tout à fait chanter la voix de l'espoir en se disant que le PS est attendu au tournant par LFI sur le vote final, en disant finalement, jusqu'à présent, ils ont été les idiots utiles, mais on va voir ce qu'ils feront à la fin. Donc tout le monde a intérêt à voter et c'est pour ça qu'on ménage un peu le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça nous donnera un peu d'oxygène. Bon, on a rêvé, on a chanté la voix de l'espoir. Quel bon débat. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre livre, Pascal Perrineau, Le goût de la politique. C'est aux éditions Odile Jacob. On n'en manque pas évidemment sur ce plateau. Valérie Lecap, on vous lit dans le quotidien numérique, le journal.info. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.